Aujourd'hui, Blabla, c'est 100 millions d'utilisateurs dans le monde, sur 3 continents. C'est quoi, du coup, votre dernière valorisation? Je peux pas te donner la valorisation exacte, mais c'est en milliards. Lui, c'est Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, une des très rares licornes françaises. Une licorne, c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Et pendant plus d'une heure, il a partagé avec nous son histoire, comment Blablacar a révolutionné l'industrie du covoiturage, mais aussi comment il est en train d'aider le monde entier avec son tout nouveau projet. Quand j'ai eu l'idée, j'ai pas dormi pendant 72 heures. Je me suis dit, mais c'est tellement simple, c'est tellement bête. Comment ça se fait que ça n'existe pas? Et puis là, il m'arrête, il me dit, Fred, you need a business model or you will die. À la télé, à la radio, mon téléphone, il sonnait toute la journée. Quand j'avais un appel, puis un deuxième appel, j'arrivais à switcher. Mais si j'avais un troisième appel en même temps, je me souviens d'un truc qui m'a marqué. C'était lors de la marche du climat, de voir des jeunes de 20 ans avec des panneaux sur lesquels il y avait écrit « Quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel interview. Je suis avec Frédéric, merci d'être là. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Salut Yomi. T'as un parcours assez impressionnant, t'as lancé plusieurs business. Mon but aujourd'hui, c'est de retracer un petit peu ton parcours. J'aime bien en premier demander à mes invités de se présenter rapidement, comme ça on voit un peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Et ensuite prendre le temps de comprendre comment est-ce que t'en es arrivé là. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis pas forcément le meilleur pour ça. Je suis entrepreneur, tu vois, techniquement, c'est ça. J'aime bien imaginer des trucs qui n'existent pas. Donc, je suis un peu créatif pour ça. Je suis aussi très analytique, très, on va dire, articulé, calculé. Avant de me faire une conviction, il faut que j'ai vraiment bien étudié les choses. J'adore les changements sociétaux, surtout ceux qu'on peut permettre et qui vont, j'espère, dans le bon sens. Tu vois, comme ce qu'on a fait avec le covoiturage ou ce que je suis en train de faire avec Captain Cause sur essayer d'être un peu plus altruiste et faire en sorte que la technologie nous permette de faire ça. Voilà. Après, je suis aussi musicien. J'ai fait beaucoup de musique. J'adore ça. Du piano, principalement, puis aussi de la composition. Voilà. J'adore la physique aussi. Et j'aime bien l'informatique qui scale. Voilà. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Les gens. Ma vraie nourriture intellectuelle, c'est les interactions avec les gens. Je passe mon temps à rencontrer des gens, à discuter. Ça me nourrit énormément. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux te dire. C'est déjà ça, quoi. C'est déjà une bonne liste. Du coup, tu es connu parce que tu as fondé notamment Blablacar, une énorme entreprise. Aujourd'hui, tu continues ce parcours dans l'entrepreneuriat et tu as comme ambition d'avoir une grosse influence sur la société. Mais bon, j'imagine que quand tu as commencé dans ta vie, quand tu étais gamin, t'avais peut-être pas toutes ces ambitions, tu savais pas exactement comment ça allait se passer. Est-ce que tu peux nous ramener au moment où tu as compris que tu étais peut-être un petit peu différent et que tu avais envie d'entreprendre, envie de faire de grandes choses? Alors, c'est deux choses différentes. Je pense qu'on est tous différents. Envie d'entreprendre, ça se date un petit peu plus facilement. C'est le moment où j'ai vu que c'était une possibilité. Ça, c'est plutôt quand j'ai passé du temps en Silicon Valley aux États-Unis, à Stanford sur le campus en Californie. Mais après être différent, comme je disais, on est tous différents. Moi, ce que j'ai vu assez rapidement, j'ai même analysé un petit peu après. J'étais plutôt un très très bon élève, mais en fait, je voulais pas être vu comme un bon élève. Je voulais plus être vu comme un copain qui fait rire un peu tout le monde. Et donc dans la classe, j'étais un peu le truc pas facile à gérer, je pense, pour les profs, parce que je me mettais toujours au fond. J'avais les meilleures notes, mais en même temps, je passais mon temps à faire rire les copains. Donc là, ça faisait un mix un peu compliqué. J'ai pas passé toutes mes heures de classe en classe, du coup, parce que des fois, on me demandait de sortir pour pouvoir faire le cours. Mais donc voilà, et jusqu'en terminale, j'avais un peu ce profil-là. Et par contre, quand je suis passé en prépa, tu vois, j'ai fait maths sup, maths spé. Là, premier cours de maths sup, je comprenais plus rien à ce qu'il y avait écrit sur le tableau. Il y avait que des lettres en grec. J'avais fait un peu de grec, mais déjà, je mélangeais les alphas et les gammas. Et là, je me suis dit, ah oui, là, faut bosser là. Et là, j'ai vraiment commencé à beaucoup bosser les sciences. Donc là, je suis devenu un élève plutôt machine à apprendre. Et surtout la physique. J'ai adoré la physique, j'adore toujours la physique. Ce qui fait qu'après, j'ai fait Normal Sup en physique.
Ouais, tout ce qui est mécanique des fluides, tout ce qui est aussi astronomie, et des choses comme ça. Et c'est très très vaste la physique. De toute façon, c'est tout le monde qui nous entoure. Et c'est très très pragmatique aussi. C'est très scientifique, mais en même temps, c'est très concret, très réel, très. Et on a encore le droit de rêver parce qu'il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Donc, on a le droit d'aller les comprendre. Même si Einstein a quand même pas mal débroussaillé la trajectoire. Voilà. Et plus je suis allé loin dans mes études de physique, plus je suis tombé sur Einstein. C'est incroyable. Einstein a publié 3 papiers en 1905, quand il avait 26 ans, un truc comme ça, qui ont révolutionné les 100 ans d'après en physique, quoi. Et 100 ans plus tard, on étudie encore ce qu'il a raconté pour essayer de le comprendre. Donc voilà. Et puis après, j'étais très intéressé par l'informatique. Au départ, l'informatique graphique, c'était l'époque de Toy Story et tout ça. On voyait qu'on pouvait faire des films, créer des émotions grâce à de la programmation informatique, ce qui était un peu nouveau. C'est-à-dire faire de l'art avec de l'informatique, c'était pas gagné au départ, quoi. Et donc je suis parti aux États-Unis pour ça principalement. J'étais très intéressé, très attiré par l'informatique graphique. J'étais du coup dans un laboratoire qui était une joint venture entre la NASA et Stanford à l'université. Et j'ai fait alors là on faisait de la chirurgie virtuelle, c'est-à-dire des environnements virtuels de chirurgie sur lesquels on pouvait opérer en 3D avec des lunettes et puis des outils à retour de force. Et donc fallait modéliser tous les espaces de chirurgie, donc modéliser le corps humain, toutes les parties du corps humain, de la peau aux os, en passant par les veines, les muscles et tout ce qu'il y a dans le corps, pour pouvoir ensuite simuler des chirurgies. Enfin, le but était de pouvoir mettre des chirurgiens dans les vaisseaux spatiaux, puisque c'était financé par la NASA, pour quand tu vas loin, quoi, sur Mars ou plus loin, et de mettre un chirurgien à bord, parce que si t'as quelqu'un qui se blesse ou qui est malade à bord du vaisseau, tu reviens pas sur Terre pour l'opérer, c'est pas trop possible. Donc t'es obligé de l'opérer sur place. Ouais. Et en fait, t'as plus de chances de réussir à opérer quelqu'un quand tu t'es entraîné sur notamment un espace virtuel. Parce que les chirurgiens sont forcément spécialisés. Il y a 500 opérations différentes, mais il faut que le chirurgien sache faire l'opération qui va bien. Si c'est un spécialiste du genou et que t'as un problème, je sais pas où, à la main ou à l'estomac, ça va pas marcher. Et donc, le chirurgien s'entraîne d'abord sur le virtuel avant de t'opérer toi. Et ça, il aura plus de chances de réussite en t'opérant après. Et l'opération sera plus courte. Donc moi, je travaillais à la construction de ces environnements de chirurgie virtuelle. Bref, j'ai fait beaucoup ça. Je suis tombé dans l'informatique. Et puis après, voilà. Après, j'ai travaillé pour une boîte américaine en France qui faisait des logiciels pour le service, pour les télécommunications et pour le service bancaire. Des logiciels de très très haute disponibilité, c'est-à-dire que on faisait notamment des infrastructures de gestion de transactions pour toutes les transactions qui vont avec les appels téléphoniques, notamment. Donc, compter toutes les quarts de demi-seconde de coups de fil pour avoir le détail exact et faire la facturation derrière. Mais aussi pour le secteur bancaire. Et donc, notamment, voilà, on faisait des logiciels pour Visa ou des boîtes comme ça, avec notamment des pics à plus de 10 000 transactions par seconde. Qu'il fallait gérer avec des infrastructures assez costauds et faire du hot swap et du hot backup, c'est-à-dire faire en sorte que t'aies 2 jumeaux qui tournent en parallèle techniquement sur pour gérer les transactions. Et si jamais il y en a un qui plante, tu passes directement à l'autre et t'as le même contexte. Donc ça, c'était de l'informatique de très haute disponibilité. Et puis après, il y a l'idée de Blablacar qui m'est tombée sur la tête et puis ça m'a pas lâché. Okay. Et donc je suis parti à créer Blablacar. Ouais. Donc tu te rappelles de quand est-ce que tu as eu l'idée et pourquoi? Ah oui, c'est très simple, ouais. C'était un moment aux fêtes de fin d'année. Je devais rentrer en Vendée. Je suis vendéen au départ. J'ai oublié de te dire, je suis grandi en Vendée. Tu vois où c'est? Ouais, entre Nantes et La Rochelle. Je suis suisse, moi, donc la géographie française, je suis pas très bon, mais... Alors, c'est marrant parce que quand j'étais aux États-Unis, que je devais expliquer où était la Vendée aux Américains, je leur disais, bon, tu vois les États-Unis, tu vois la Californie aux États-Unis. Bon, la Vendée, c'est un peu la Californie de la France, géographiquement parlant. Okay. C'est-à-dire que c'est au milieu, sur la côte ouest. D'accord. Déjà, j'ai une grande sensibilité pour tout ce qui est nature, puisque j'ai grandi, moi, complètement dans la campagne. Et puis j'ai fait beaucoup de musique aussi à ce moment-là. Mais bref, donc je devais rentrer en Vendée pour les fêtes de fin d'année, et puis tous les trains étaient complets. Je m'y suis pris au dernier moment, 22 décembre pour le 23. Enfin, ça marche pas. Et puis, alors j'ai appelé ma petite sœur qui à l'époque habitait à Rouen,
Et je lui ai dit, bon, est-ce que tu pourrais passer me chercher à Paris, elle avait une voiture, pour m'emmener en Vendée, parce que sinon je vais pas y arriver, quoi. Et donc elle est passée me chercher en descendant en Vendée, en prenant l'autoroute A10. Alors j'imagine que tu l'as pas pris du coup, parce que c'est complètement de l'autre côté pour toi, t'es ouest. Ouais. Sur l'autoroute A10, quand tu la prends, tu te fais doubler par les TGV. Okay. Et en fait, en se faisant doubler par un TGV, je dis à ma sœur, tu vois, le TGV il est plein là, parce que j'ai essayé de prendre des places dedans, c'est sûr qu'il y a rien, tout est plein. Et en même temps, j'ai vu les dizaines, centaines de voitures quasi vides aller dans la même direction que le TGV. Je me suis dit, mais en fait, des places libres pour aller en Vendée, il y en avait plein. Elles étaient pas dans le train, elles étaient dans les voitures. Seulement, on n'a pas accès à cet inventaire. On ne sait pas quelles sont les places libres dans les voitures. Là, je me suis dit, oh là, dis donc, ça marcherait, ça. Comment ça se fait que ça n'existe pas? Voilà. Et quand j'ai eu l'idée, j'ai pas dormi pendant 72 heures. Je me suis dit, mais c'est tellement simple, c'est tellement évident, c'est tellement bête. Comment ça se fait que ça n'existe pas? Et puis, j'ai cherché. Alors, il y avait des sites de petites annonces qui parfois disaient, on peut voyager, on peut partager un trajet, mais enfin, c'était mal fait. C'est-à-dire qu'il y avait pas départ, arrivée, date. Tu vois, c'était pas organisé comme un moteur de recherche de déplacement, en fait. En Allemagne, ils avaient un système, alors, qui démarrait en ligne, mais qui existait avant en format associatif, où ils avaient des stands dans les gares où tu pouvais aller déclarer que tu faisais tel ou tel trajet en tant que conducteur la semaine prochaine et que donc du coup tu pouvais prendre 1 ou 2 ou 3 passagers. Et ça passait difficilement en ligne puisqu'ils avaient plutôt mis un système, on va dire, de fichiers Excel en ligne. C'était pas très lisible. Et donc, moi, l'idée, elle était plus d'aller chercher un modèle type réseau social, convivial, facile à utiliser avec moteur de recherche et puis ensuite des profils évidemment des gens qui se déplacent. Et puis c'est comme ça que c'est parti parce qu'après j'ai pas arrêté en fait. J'ai fait que ça. J'ai empilé des briques jusqu'à ce que le truc marche. Et c'était ta première idée business ou t'en avais déjà eu auparavant? Est-ce que t'avais déjà essayé des petits projets comme ça ou... J'avais eu d'autres idées, mais jamais jusqu'à ce point de réalisation. J'avais une idée, d'ailleurs Airbnb avant l'heure, parce que c'était un truc que j'avais appelé Busy Paris, où que je voulais justement faire en sorte qu'on puisse faire de la location courte durée sur des internationaux qui passaient à Paris. J'avais pas réussi à le mettre en place parce que j'avais un peu l'appréhension sur notamment la réglementation, tu sais, de location, sous-location, et je sais pas trop par où prendre le truc, d'autant plus que moi-même, j'avais pas d'appartement à louer, tu vois, j'étais locataire chez moi. Si je mettais quelqu'un chez moi, il fallait que moi je dorme dans la rue. Donc, et puis en plus, j'avais un 14 mètres carrés, donc c'est pas terrible pour... Enfin, si on remarque, les 14 mètres carrés, ça se loue sur Airbnb. Hein. Bon, et puis aussi, j'ai eu une autre idée de service qui s'appelait Clientissime, qui était un site sur lequel tu pouvais télécharger tes lettres de réclamation auprès des différents business qui remplissaient pas leurs obligations. Okay. Sauf que faire de la pub, tu vois, sur un service comme ça où en fait tu passes ton temps à aider les clients à se battre contre les marques, c'est pas très facile. Donc j'avais pas de modèle économique, en fait, je savais pas comment monétiser ce truc-là et donc ça pouvait pas trop décoller au marché. Pourtant c'était un travail colossal. Donc du coup, en fait, quand t'es revenu des États-Unis, donc t'as trouvé ton premier emploi, mais en parallèle, t'avais un petit peu des envies de lancer quelque chose à côté ou? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mes études françaises, donc tu vois, maths sup, maths spé et normal sup derrière, le parcours qui m'était plus ou moins tracé ou enfin en tout cas proposé. Destiné. Alors c'était plutôt vers la recherche avec normal sup ou l'enseignement. Mais il n'y avait pas tellement d'entrepreneuriat. Enfin, ça faisait pas partie du parcours. Et quand je suis arrivé à Stanford, là, je suis tombé dans le chaudron à start-up, si tu veux, parce que t'arrives sur le campus et puis tu te rends compte qu'il y a des start-up partout, en fait, juste à côté du campus, dans la Silicon Valley. Et puis, c'était juste le moment où Larry Page et Sergey Brin lançaient Google. Donc nous, sur le campus, on avait Google Beta, ça s'appelait, et puis on pouvait chercher tout le contenu de l'université de Stanford avec Google Beta. Tu vois, c'était le début. Alors, il y avait encore à l'époque, Yahoo qui était très présent, mais aussi Netscape, et puis tout un tas de trucs. Enfin, je sais même pas si tu connaissais, non? Oui. Netscape, tu vois ce que c'est? De Marc Andreessen, c'est ça? Ouais. Donc, et Horowitz. Ouais. Et le donc, premier moteur non, pas moteur de recherche, browser. C'est possible, premier browser, ouais. Mais bon, c'était cette époque-là. Il y avait des startups un petit peu partout. Et puis surtout, en plus, t'avais déjà Google qui s'était installé juste à côté du campus et qui siphonnait les étudiants de mon master's. Moi, j'étais en master's d'informatique, de computer science, comme disent les Américains, parce que c'est quand même beaucoup plus, ronflant et, et sympa de dire computer science que de dire informatique. Mais, du coup, les gens qui étaient dans le master's, il y en avait qui finissaient pas
leurs études et qui partaient bosser dans des startups, et notamment chez Google. Et là, je me suis dit, complètement dingue, quoi. Des gens, ils vont pas jusqu'au diplôme. Moi, on m'avait jamais dit que tu pouvais ne pas avoir ton diplôme, enfin, ne pas tout faire pour aller jusqu'au bout. Il y avait ce qui s'appelle des university dropouts, où, tu vois, les gens, ils finissent pas. Et donc, du coup, je me disais, mais c'est quand même des gens qui ont fait des grandes études, qui sont très, tu vois, câblés, intelligents, orientés, et ils finissent pas leurs études pour monter des boîtes ou pour rejoindre des startups. Enfin, c'est un truc de fou. On m'avait jamais dit que c'était trop possible. Donc, je pense que la graine, elle était posée à ce moment-là, tu vois, plantée à ce moment-là, de se dire que c'était quelque chose d'envisageable, même avec des études quelque part d'excellence, d'aller créer une boîte derrière. Et voilà, en voyant un petit peu les difficultés aussi que ça comportait, mais le challenge créatif aussi, tu vois. Moi, j'ai vu assez vite le côté liberté. Donc, à partir du moment où tu crées, bah, tu es libre. Tu choisis, plutôt que tu choisis ce qui va se passer. Donc, ça, c'est extrêmement attractif. Par contre, c'est énormément de boulot. D'ailleurs, c'est marrant parce que des fois, on pense start-up et on se dit, c'est le Far West, c'est pas structuré. Mais enfin, c'est tout sauf pas structuré, justement. C'est-à-dire que, évidemment, comme il n'y a rien, qu'il n'y a pas de process et qu'il faut tout créer, si tu n'es pas, toi, articulé, bien sérieux sur la manière avec laquelle tu vas tout monter, bah, alors là, le truc, il part à volo. Enfin, il n'y aura jamais rien qui existe. Donc, au contraire, quand tu montes une boîte, moi, je trouve qu'il faut être extrêmement structuré. Alors qu'en revanche, quand tu rejoins une boîte dans laquelle tous les process sont déjà en place, tu ne fais que suivre ce qui a été écrit par tes prédécesseurs. Et donc là, effectivement, c'est carré, mais enfin, c'est plus trop de liberté, parce que le process B44, il te dit de faire comme ça et pas autrement, quoi. T'as la liberté de créer tes propres règles, en fait, en soi. Et donc, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça. Vu qu'il y a rien qui est fait, c'est à toi de structurer et tu dois faire attention à ça. Bah, s'il y a rien qui est fait et que toi t'es pas structuré, il va rien se passer, en fait. Okay. Bah, à quoi est-ce que tu penses, du coup, dans la création d'un business, justement, quelle structure est-ce que tu mets en place au début? Peut-être tu peux nous partager un peu comment tu l'as fait avec BlaBlaCar. T'as pensé à quoi et quelles étapes, en fait, t'as définies pour lancer ce business avec succès? Alors, j'ai écrit un bouquin là-dessus. J'ai écrit 300 pages sur le sujet, donc voilà, c'est mission BlaBlaCar. Mais je peux te le résumer un petit peu. Bon, une première chose, c'est tu as beau avoir une idée, déjà, faut réussir à l'énoncer clairement. Il faut que tu saches l'expliquer. Donc, et ça, c'est un vrai travail aussi. Comment l'expliquer simplement pour que déjà, premièrement, tes interlocuteurs comprennent. Et deuxièmement, ils se projettent dedans en se disant, ah oui, ça, tiens, ça peut marcher. Parce que si tu ne fais pas ça, tu resteras incompris de ton entourage et tu n'arriveras à attirer personne et tu resteras tout seul avec ton idée. Et là, c'est pas terrible parce que tu vas sentir la solitude de l'entrepreneur longtemps. C'est normal d'être seul au début, mais enfin, normalement, si tu présentes bien ton idée et qu'elle est attractive, tu finis par réussir à convaincre des gens de te rejoindre. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. La deuxième, c'est une fois que tu as réussi à exprimer ce que tu veux faire de manière intelligible et claire, vraiment écouter ce que les gens te répondent. Tout le monde. Et avec ça, eh bien, construire la suite, construire un produit qui soit compatible, bon, non seulement avec ton idée, puisque ça tu l'as décrit, mais avec le monde qui nous entoure. Et pas avoir une idée hors sol, qui ne s'accroche jamais au sol ou à la société autour. Et c'est les retours des gens qui vont nous donner la compréhension de ce qu'il faut faire pour que l'idée soit compatible avec le monde qui nous entoure. Donc voilà, énoncer clairement ce qu'on veut faire, mais être souple et écouter énormément les retours. Et puis ensuite, c'est une boucle d'interaction, de rétroaction où tu reformules au fur et à mesure pour être de plus en plus compatible avec ce qui t'entoure. Ok. Voilà. Après, ça, c'est plus sur le côté, tu vois, construction d'un produit compatible avec le monde qui nous entoure. Évidemment, après, il y a plein de disciplines différentes, de structuration d'équipe, levée de fonds, recrutement, communication, positionnement, et puis beaucoup de travail de legwork, comme disent les Américains, c'est-à-dire tous les petits détails
de A à Z qui font que ton projet a des chances d'être stable et de fonctionner. Ok, donc si tu peux nous expliquer un petit peu, tu lances, enfin t'as cette idée, tu dors pas pendant 3 jours. Qu'est-ce qui se passe après ça? Alors je me mets à coder. Ok. Parce que j'avais cette chance-là pour le coup d'avoir fait beaucoup d'informatique. Avant ça aussi, j'avais beaucoup fait des sites internet pour des copains musiciens, parce qu'en fait, quand je suis venu à Paris depuis la Vendée, je suis venu au départ en terminale à horaire aménagé pour la musique. Donc j'étais au Conservatoire de Paris en même temps pour le piano, et donc j'ai rencontré plein de musiciens à ce moment-là quand j'avais 17-18 ans. D'ailleurs, je suis le seul de ma terminale à avoir fait une classe prépa. Tous les autres sont, premier violon à l'Opéra de Paris. En trompette dans la garde républicaine, danseuse, je sais pas où, enfin tu vois. Donc, et ils étaient tous des artistes. Et ces gens-là avaient besoin pour leur carrière d'avoir quand même un site web vitrine. Donc comme j'étais à peu près le seul tech de la bande, il y a beaucoup qui m'ont contacté pour me demander de leur faire leur site. Donc j'ai fait beaucoup de sites gratuitement comme ça pour des copains, mais ça m'a formé, si tu veux, à savoir développer des sites internet quand en fait c'était un peu enfin je dirais pas le début, mais enfin il y avait pas encore déjà tous les frameworks qui existent aujourd'hui, et c'était pas du no code, hein, c'était encore du vrai code. Et donc j'avais beaucoup appris à la fois de mes études d'informatique à faire de l'informatique de back-end, c'est-à-dire de structuration d'algorithmes et d'architecture logicielle, et de l'autre côté aussi pas mal de front-end pour faire des sites web pour plein de copains. Et donc, je savais à peu près coder de A à Z un site informatique pour que ça fonctionne de l'infrastructure back-end jusqu'à la base de données jusqu'au front-end. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de développer un premier proto, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros accélérateur parce que même quand tu veux démarrer un projet, y compris aujourd'hui, bon, maintenant il y a un peu des outils no-code, mais enfin, quand même, ça aide de savoir développer soi-même, surtout quand tu veux créer quelque chose, évidemment, qui n'existe pas et qui n'est pas juste un énième, entre guillemets, e-commerce où tu vas pouvoir trouver des frameworks sur étagère qui vont te permettre de créer un shop de je ne sais quoi, ce que tu veux vendre en ligne. Ou ça existe déjà. Ou si tu veux créer un site de contenu, bon, maintenant, il y a plein de manières de créer des sites de contenu juste en prenant du SaaS à l'abonnement. Mais quand tu veux créer un produit qui n'existe pas, il va quand même falloir que tu fasses du développement parce que justement, par définition, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de truc sur étagère. Donc, tu crées ce prototype. Est-ce que tu es tout seul à ce moment-là ou est-ce que tu es déjà entouré? Et ensuite, avec ce prototype, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier réflexe, j'en ai parlé à 2 copains qui ont accroché, Damien et Patrick. Et puis on a commencé à se réunir un petit peu pour en parler. Et puis on a commencé à coder surtout avec Damien. Damien était un codeur aussi. On était ensemble en prépa. Et donc on a commencé à coder soir, nuit, week-end sur le truc, quoi. Tu vois, faire un premier proto. Et quand on avait fait notre premier proto, on a racheté une URL. On a racheté l'URL covoiturage.fr à un étudiant de Rennes qui avait eu l'idée aussi, mais qui savait pas trop comment se dépatouiller du truc. Et donc du coup, on a déployé notre solution sur cette URL-là. Et puis après, petit à petit, de fil en aiguille, on a construit quelque chose de plus grand. On a commencé à comprendre aussi les freins. Moi, je suis parti en MBA à l'INSEAD parce qu'en fait, j'étais très tech, mais je sentais bien que je savais pas du tout. Je connaissais pas grand-chose au business, quoi. Tu vois. On est quand c'est quelle année environ à ce Alors attends, là, on est 2006-2007. Et donc je m'étais dit bon, de toute façon, j'ai toujours dans un coin de ma tête un jour de faire un MBA pour bien comprendre comment fonctionnait le business. Et donc je suis allé à l'INSEAD pour 2 raisons. La première, c'est que ça durait 1 an et pas 2, parce que la plupart des MBA durent 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, tu fais pas autre chose. Tu fais ton MBA. Enfin, tu fais pas autre chose. En tout cas, tu fais pas autre chose full time. T'es déjà pas mal pris. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est que l'INSEAD avait un gros focus sur l'entrepreneuriat. À l'époque, il n'y avait pas tellement d'accélérateurs, d'incubateurs ou d'accompagnement, on va dire, sur mesure pour des entrepreneurs qui veulent monter leur business. Et par contre, à l'INSEAD, il y avait quand même de l'initiation aux principes entrepreneuriaux, et donc sur plein de dimensions. Et donc j'ai pu prendre plein de classes sur ce sujet-là, que ce soit sur
ce que ça veut dire de créer une équipe qui fonctionne, faire ses premiers partenariats, faire un business plan, voilà, faire concevoir son positionnement de marque aussi, parfaire son produit. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses qui étaient enseignées dans les classes à l'INSEAD. Donc, j'ai pu passer une année à roder mon idée, non seulement grâce aux enseignements, aux classes sur ce sujet-là, qui font que tu fais des études de cas en fait en avance de phase, et tu sais que certains problèmes on te décrit beaucoup de problèmes, parce qu'en fait il y a beaucoup de problèmes quand tu crées une boîte, mais on te décrit beaucoup de problèmes en avance qui, le jour où tu les rencontres, te paraissent assez normaux. C'est-à-dire que tu vas dire, ah bah oui, donc c'est normal. Ah bah j'ai une galère, c'est normal. Je l'ai vu. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont galéré sur ce sujet-là. Déjà, ça aide mentalement à passer l'obstacle. Et puis au-delà de ça, l'INSEAD, c'est une école complètement internationale. Donc j'ai pitché mon idée partout, à tous mes camarades de classe. Et tu vois, il y avait 91 nationalités dans mon MBA, hein, pour te donner une idée. Donc c'était vraiment très 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 international. Et quand tu présentes une idée devant comme ça des gens des quatre coins de la planète, tu as des retours très variés, mais extrêmement très constructifs, puisque on va t'indiquer des freins dans certaines cultures, dans certaines zones géographiques, des réflexes qui sont pas les mêmes par rapport à ce que chacun peut connaître de chez lui. Donc ça m'a beaucoup aidé à développer les bonnes réponses de mon produit envers tous les freins qui pouvaient exister. Et en plus, il y avait une business venture competition où tu peux pitcher ton idée devant un jury qui t'explique comment tu devrais présenter la chose pour être plus clair. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que une des premières choses à réussir à faire, c'est d'expliquer clairement son activité et aussi de savoir répondre à beaucoup de questions. Et quand il y a une question à laquelle on ne sait pas répondre, il faut trouver une réponse et aussi la réponse produit. Et du coup, pour bien expliquer ton idée, c'est quoi les points les plus importants? Parler en problème-solution, faire des analogies, comment est-ce que tu fais? Le plus important, c'est que tu utilises la méthode que tu veux, mais au bout, il faut que la personne soit convaincue. Okay. Si la personne est convaincue par une équation de maths, tu lui fais une équation de maths. Si la personne est convaincue par une vision et un rêve, tu lui fais une vision et un rêve. C'est pas voilà. Et justement, tu développes cette capacité à décrire ton idée en fonction de chacun de tes interlocuteurs, qui peuvent varier. C'est pour ça qu'un pitch, c'est pas toujours le même. C'est très difficile de faire un pitch qui corresponde à tout le monde. Il y a des pitchs qui vont convaincre certaines personnes, et pour convaincre d'autres personnes, il va falloir faire un autre pitch. On vient de se rencontrer. Si tu devais faire le pitch BlaBlaCar pour moi, tu dirais quoi? Version entrepreneur ou version utilisateur? Parce que tu vois, t'as plusieurs casquettes. T'es entrepreneur. Donc, non, imaginons, tu veux me convaincre de rejoindre l'aventure, rejoindre ton équipe. Est-ce que tu as envie de favoriser l'entraide entre les gens? Oui. Ouais. Est-ce que tu as envie de faire en sorte que ton produit, ton service soit dans les mains de tout le monde? Oui. Est-ce que tu as envie de faire un produit tellement pratique que tout le monde a envie de bosser pour ta boîte? Bon, t'es prêt. Donc c'est habituel que tu poses des questions ou non, mais c'est une manière de faire. Ouais, pour convaincre de poser des déjà, questions. si t'arrives à dire quelque chose et que ton interlocuteur dit oui, t'es bien parti. Parce que la conviction passe par l'autoconviction. Et donc, à partir du moment où je t'ai fait dire oui, ça y est, je t'ai embarqué. Ah, c'est intéressant, ça. Ok. Si je te faisais dire non, je vais avoir du mal à te dire, bon, alors maintenant que t'as dit non 14 fois, qu'est-ce que tu penses de me rejoindre? Ok. Donc, t'as tes deux potes qui t'ont rejoint dans l'aventure. Tu codes avec l'un d'eux. Avec ma sœur aussi, assez rapidement, qui m'a aidé justement en positionnement d'image de ce qu'on voulait créer. En communication, elle faisait beaucoup de communication. Tu parfais ton idée pendant ce MBA. Et voilà. Ensuite, quand est-ce que tu lances vraiment le truc et comment ça se passe? Alors, je rencontre aussi d'autres gens. J'ai discuté avec plein de gens. Alors, j'avais un ancien collègue qui s'appelait Nicolas, à qui j'ai proposé de venir coder avec nous, avec Damien et moi, notamment. Et après, j'ai rencontré Francis, qui est devenu le CTO après, qui est un mec formidable, qui lui avait bossé avant chez Free et chez Mythic, et qui,
pendant en tout 4 ans et 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et puis, du coup, il avait envie, sur sa prochaine aventure, d'être vraiment totalement impliqué de A à Z pour construire l'infrastructure technique. Et donc, quand Francis nous a rejoints, c'était vraiment très, très, très structurant et complètement changeant. C'est-à-dire qu'il nous a fait passer à l'échelle d'un petit truc à quelque chose qui peut devenir grand, robuste et accueillir des dizaines, des centaines de milliers, des millions de membres. Parce que c'est pas du tout pareil de faire un proto qui marche avec 1000 ou 10 000 utilisateurs, de faire quelque chose qui marche pour des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions de personnes. Aujourd'hui, Blabla, c'est 100 millions d'utilisateurs dans le monde, sur 3 continents. Enfin, c'est des gros volumes, quoi. Et en fait, tu conçois pas du tout les systèmes de la même manière pour un petit nombre ou pour un grand nombre. Techniquement, derrière, la robustesse, c'est pas la même, évidemment, l'architecture non plus. Et donc ça a été très structurant. Après, j'ai rencontré Nicolas, qui est l'actuel CEO maintenant, Nicolas Brusson. Je l'ai rencontré lui à l'INSEAD, justement. Et lui, il avait un parcours entrepreneurial, mais aussi très financier, dans la Silicon Valley aussi. Et quand il a vu le projet, il s'est dit, ça scale, ça marche. Et donc, il nous a rejoint. Enfin, il est allé bosser un petit peu dans le VC à Londres pendant quelques années. Puis après, il est venu vraiment full time pour nous aider à grandir. Donc c'est beaucoup de rencontres au fur et à mesure. De toute façon, à chaque fois que j'ai croisé des gens intelligents, j'ai cherché à les convaincre qu'il fallait monter dans le bateau. Et je pense que c'est ça aussi une des grandes leçons, une des grandes qualités qu'il faut développer une fois que tu as ton pitch, mais ton pitch, encore une fois, adaptable à tes interlocuteurs, c'est de réussir à embarquer et de vouloir aller recruter un maximum de personnes pour ton projet. Et oui, les gens les plus intelligents que tu croises. Dès que tu croises quelqu'un d'intelligent, t'as envie de le recruter. C'est ça un fondateur. Donc vous travaillez sur ce prototype, etc. Et comment est-ce que tu vas aller trouver tes premiers clients? Est-ce que directement, dès que vous lancez, il y a plein d'utilisateurs qui arrivent? Est-ce que c'est plus graduel? Ah non, ils arrivent pas tous d'un coup. Je peux te dire, au début, je recevais un texto et un mail à chaque fois qu'il y avait un inscrit. Donc, tu vois, aujourd'hui, on doit avoir, suivant les jours, entre 40 000 et 100 000 nouveaux inscrits par jour. Autant te dire que je reçois plus de mails et de textos. Donc, non, ça arrivait vraiment au compte-gouttes. Ouais. Un business, c'est comme la pluie, hein. Ça commence par quelques gouttes. Hein. Et après, c'est l'averse. Si t'as bien fait ton produit. Et c'est quoi cette première averse et comment ça se passe? Alors, la première grande averse, c'est une grève SNCF en 2007. Ouais. En octobre 2007, où ils annoncent une grève aussi grande que celle qu'ils avaient faite en 95, qui avait bloqué le pays pendant plusieurs semaines. Et évidemment, alors là, tous les médias non seulement parlent de la grève à venir, mais aussi des alternatives, des solutions. Et nous, on avait un service qui était évidemment tout petit à l'époque, mais donc on le passe sur mobile. Et puis donc c'est Francis qui venait juste de livrer pas une appli à l'époque, mais juste déjà le service accessible sur téléphone mobile. Enfin, tu vois la tête des mobiles à l'époque. Enfin, tu vois, c'était juste les premiers mobiles avec des écrans où tu pouvais faire du WAP, enfin du WHTML, des choses comme ça. Et donc on dit grève, covoiturage.fr, parce qu'on s'appelait comme ça à l'époque, covoiturage.fr est gratuit sur téléphone mobile. Et là, j'envoie ce communiqué de presse là, et puis on a en conséquence on a eu 500 reprises dans les médias, et y compris à la télé, à la radio. Mon téléphone il sonnait toute la journée pendant 48 heures. J'ai même testé mon téléphone à l'époque, c'est-à-dire que quand j'avais un appel puis un deuxième appel, j'arrivais à switcher, mais si j'avais un troisième appel en même temps, c'était shutdown. Le téléphone n'était pas prévu pour prendre 3 appels d'un coup, et ça m'arrivait tout le temps. Mon téléphone était tout le temps en shutdown, du coup j'avais à peine le temps d'attraper les coups de fil. Donc oui, c'était une grosse exposition médiatique. Donc là, évidemment, on était en plus, on avait un site qui était encore petit, on était en hébergement partagé, je sais pas si t'imagines. Et donc du coup, on faisait planter les serveurs parce que on était surchargé de demandes liées à l'exposition médiatique de covoiturage.fr. Donc on se faisait engueuler par les autres sites qui étaient hébergés sur les mêmes machines que nous, parce qu'on les plantait en même temps. Enfin,
Et puis on avait fait une page spéciale grève simplifiée en affichage parce que sinon on n'avait pas le temps de consulter les bases de données en fonction des requêtes. Donc c'était un peu spécial, mais du coup ça a vraiment fait une grosse exposition sur le covoiturage, c'est un peu la première fois. Et derrière, c'est un volume qui est resté aussi comme solution alternative, voire pratique, évidemment, et puis en plus extrêmement économique. Et à ce moment-là, vous avez levé des fonds. Comment est-ce que tu fais pour financer tout ça ? Non, j'avais toujours pas levé de fonds à cette époque-là. Alors moi, je me suis pas payé pendant 5 ans pour lancer le business. Enfin, tu vois, on travaillait, on faisait du code, quoi. Mais et après, petit à petit, j'ai des copains qui ont commencé à mettre un peu d'argent. Alors je sais pas si c'était par par empathie ou par conviction, hein, mais en tout cas, ils ont mis de l'argent, ils sont bien contents. Et puis après, on a commencé à aller chercher un petit peu de business angel. Puis après, on a fait une levée de fonds. Mais alors, ça a pris un temps de dingue. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ça paraîtrait extrêmement lent par rapport à la vitesse à laquelle tu arrives à lever des fonds aujourd'hui. Puis même les sommes. Tu vois, au début, on a levé. Alors, nous, on avait mis avec Damien, on avait mis chacun 5 000 euros. Tu vois, voilà. C'était à peu près tout ce qu'on pouvait mettre. Mais après. On allait chercher des copains, on a levé quelques dizaines de milliers d'euros. Puis après, on allait chercher des business angels, on a levé quelques centaines de milliers d'euros. Et puis après, on a fait une levée qui était pour nous extrêmement grande. C'était 1,2 million. Donc on a levé chez Isaïe. Ça faisait déjà, quand on a levé chez Isaïe et qu'on a levé 1,2 million, on avait déjà 400 000 inscrits, si tu veux. C'était déjà pas mal, quoi. Il y avait déjà une traction. Bon, puis après, comme on a prouvé le modèle, on a fait 6 business models quand même, 6 modèles économiques jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc on a. C'est quoi du coup? Si tu veux repasser rapidement sur les gros changements qu'il y a eu entre ces business models. Oui, t'avais un modèle économique pour alors parce que bon, nous ce qu'on voulait faire c'était vraiment du covoiturage longue distance au départ. Pour faire des trajets alors en moyenne de quelques centaines de kilomètres. Et en parallèle, on avait de temps en temps des sociétés qui nous appelaient, qui disaient ah mais c'est super, j'ai vu covoiturage.fr là, est-ce que on pourrait avoir ça pour nos collaborateurs pour les trajets du matin et du soir pour qu'ils puissent partager leur voiture. Alors au début, on disait bah non, c'est pas ce qu'on fait. Enfin nous on fait du service longue distance. Et puis comme on n'avait pas de modèle économique, il y avait rien qui rentrait, puis les coûts ils commençaient à augmenter, tu vois, ne serait-ce que d'hébergement, mais aussi d'autres choses. Parce qu'à cette époque-là, c'est complètement gratuit ou faites quoi? C'était complètement gratuit. Non, on faisait juste nous on travaillait gratuitement, puis le site était totalement. Enfin il y avait aucune source de revenus. C'était juste presque un proof of concept quoi si tu veux. Et donc, au début, les entreprises qui nous appellent pour nous demander la même chose pour leurs collaborateurs, on dit bah non, c'est pas ce qu'on fait. Et puis, comme on rentrait pas un euro, tu vois, au bout du 10e coup de fil, la 10e boîte qui te dit on voudrait la même chose que covoiturage.fr, mais pour notre entreprise, tu dis bon, d'accord, combien? Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans le premier modèle économique qui était de développer des plateformes pour les entreprises. Sauf qu'elles voulaient tout retapisser, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit leur marque et que voilà, c'était totalement de la marque blanche. Ça posait pas mal de problèmes parce qu'il y avait quand même, ils voulaient une marque blanche, mais quand même bénéficier de l'effet réseau du site grand public où il y avait quand même pas mal de gens qui proposaient des trajets. Donc on a fait ce premier modèle économique c'était ça. Après on a fait des systèmes de mise en relation. Tu te souviens du coup à combien tu vends la première prestation à ce moment-là? Quelques centaines d'euros mensuels quoi. Donc pour quelques centaines d'euros mensuels, vous allez redévelopper une version marque blanche. Mais en même temps tu démarres puis moi je sais bien sûr. bien comment chiffrer le truc quoi. Ouais. Enfin, tu vois. Et donc vous enchaînez comme ça avec plusieurs clients corporate et ensuite tu vas du coup trouver une deuxième manière de faire rentrer Ouais, enfin on en a essayé plein, on a essayé 6, on a essayé 6 avec les festivals. Alors ils adoraient les festivals, ils disaient mais c'est super, nous on a tu vois les vieilles charrues, on a 180 000 personnes qui viennent à Carhaix au fin fond de la Bretagne. Ce serait bien d'avoir un truc, mais alors ils voulaient qu'il y ait des plateformes. On en a développé pour les festivals, on a dû développer je sais pas combien, enfin on avait fait des pages spéciales que tu pouvais configurer, tu vois, et habiller page par page pour aller à tel ou tel festival de musique. Je sais pas, on en a fait 2000, mais en fait, ils étaient super contents, tous les festivals, sauf qu'il y en avait pas un qui voulait payer. Ils disaient, bah oui, bah voilà, donc maintenant on vous a fait ça. Ah bah ouais, c'est super, c'est bien, parce que quand même, bah oui, mais faudrait, enfin tu vois, on a bossé, mais personne voulait payer. Donc c'était toujours compliqué. Voilà, on a fait d'autres modèles économiques aussi à base d'abonnements mensuels, mais ça marchait que pour ceux qui utilisaient beaucoup. Et puis comme en fait la plupart des gens utilisent Blablacar, tu vois, sur le longue distance 3-4 fois par an. Alors maintenant, ça a changé parce que sur le covoiturage domicile-travail, notamment avec Blablacar Daily,
Les gens vont l'utiliser plus de 100 fois par an en moyenne. Donc là, ils sont tout le temps là. Donc un système d'abonnement, d'ailleurs, sur ce mode-là, ça pourrait fonctionner. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est entre le covoiturage domicile-travail et le covoiturage longue distance, il y a la même différence qu'entre le métro et le TGV. Si tu prends pas du tout le métro de la même manière que tu prends le TGV. Et bon, c'est la même différence qu'il y a entre le court et le longue distance sur du covoiturage. C'est deux habitudes différentes, deux produits différents. Et donc bon, le modèle d'abonnement, il marchait pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Donc en fait, c'était pas du tout idéal. Il y a un modèle publicitaire qu'on a essayé à un moment, mais c'était un peu désastreux parce qu'assez vite, quand tu veux faire de la publicité, tu te retrouves avec une difficulté qui est que il faut trouver un moment pour mettre la publicité, mais en même temps, les gens qui viennent, ils veulent juste utiliser le service, ils ont pas du tout envie de voir de la publicité. Donc en fait, tu dénatures un peu ton service pour leur afficher de la pub au lieu de leur rendre service. Donc c'est nul. Donc du coup, nous, on a préféré dire non, les gens qui viennent chez nous, ils cherchent un covoiturage, ils arrivent, ils trouvent, ils repartent quoi. Point. On leur rend le service, on n'est pas là pour faire autre chose. Donc voilà, on a essayé plein de modèles économiques jusqu'à trouver le modèle qui de toute manière, alors parce que quand on vendait des plateformes de covoiturage aux entreprises, on avait des revenus certes récurrents mais qui grandissaient de manière linéaire. Sauf que le service grand public, lui, il avait une traction très forte. Et lui, les coûts du service grand public étaient exponentiels. Alors, je sais pas si tu te rappelles de tes cours de maths, mais entre linéaire et exponentiel, il y en a un qui gagne toujours. Le problème, c'est que quand tes revenus augmentent en linéaire et que tes coûts augmentent en exponentiel, il y a un moment, ça se passe pas bien. C'est forcément la courbe exponentielle qui gagne et qui traverse. Et donc, il fallait absolument qu'on trouve un modèle économique pour suivre l'attraction exponentielle de l'utilisation du service. Donc, il fallait un modèle économique sur le grand public. C'était obligatoire. Sinon, on était mort. Et donc, c'est là où on a déployé un modèle économique, tout simplement au volume, à la transaction, quoi. Tu réserves un trajet, tu payes une commission sur le trajet réservé. À ce moment-là, c'est hyper clair. Plus il y a de volume, plus il y a des coûts. Ça, on l'avait vu. Mais plus il y a des revenus aussi. Donc, tu arrives à mettre les revenus en face des coûts. Sinon, t'es mort. Et donc, c'est ça qui a vraiment permis d'envisager une croissance sereine, longue et internationale. C'est le moment où on a calqué les revenus sur les coûts. C'est basique, mais je pense que toutes les boîtes doivent faire ça. Sinon, tu n'as aucune manière de grandir. Si tu as plus de coûts que de revenus, au fur et à mesure où tu grandis, tu vas pas survivre. Donc là, la boîte, tu commences à vraiment avoir des revenus intéressants, commence à avoir de plus en plus de monde, de plus en plus de trafic, etc. Mais c'est encore pas du tout ce que ça va devenir. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les étapes marquantes, du coup, de cette transition entre Blablacar, covoiturage.fr à ce moment-là, et le Blablacar qu'on connaît aujourd'hui? Alors, il y a eu, évidemment, trouver le bon business model. Ça, c'était quand même vraiment une étape, une fois que tu as trouvé le bon modèle économique, alors on en a essayé 6, c'était le 6e qui était bon, mais en fait, cela dit, c'est dans la préparation à l'INSEAD dont je te parlais, où j'ai pitché l'idée à tous mes camarades de classe et à tous les profs. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est passé sans entendre parler de Blablacar, qui même à l'époque s'appelait Commuto, parce que le nom de code c'était Commuto, bon bref. Et donc pendant toute cette période-là, j'avais aussi pu imaginer des modèles économiques possibles. Parce que je me souviens d'un de mes profs de l'INSEAD à qui je présente l'idée, et puis je lui explique qu'il y a du volume, qu'il y a déjà des gens, tout ça, et puis il me demande mais comment ça marche? Je dis et puis c'est gratuit, tu vois. Et puis là il m'arrête, il me dit Fred, you need a business model or you will die. Et je lui dis ouf, ça a l'air important ça. Ah bon, c'est quoi un business model? Et c'est là que tu rentres dans le concret. Bon, je savais un peu ce que c'était qu'un business model, mais ce que je veux dire c'est que tu te dis ouais, si je trouve pas quelque chose qui structurellement fonctionne entre les revenus et les coûts, c'est sûr qu'il n'y a pas d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir mettre la clé sous la porte et arrêter le service. Et donc à ce moment-là, j'avais imaginé tous les modèles qui pouvaient fonctionner. Tu vois, on parlait du B2B SaaS pour les entreprises, à des pages pour des événements, à des systèmes d'abonnement, à un système de commission. Bon, donc tous ces modèles économiques-là, je les avais en tête, sauf que celui qu'on a finalement mis en place sur Blablacar, qui est transactionnel, dont je viens de parler, c'était le plus dur à mettre en place. Et donc j'ai essayé un peu de faire les autres avant, en me disant avec un peu de chance, celui-là il va marcher, il est plus simple. Bah non, en fait il fallait se taper le modèle économique très compliqué, qui était le modèle transactionnel qu'on a fini par mettre en place. Pourquoi il est aussi compliqué? Pourquoi il est compliqué? Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de PSP.
il y avait pas de payment service provider, si tu veux. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais enfin, c'est tout ce qui va être Stripe et compagnie. Ouais. Bon, ça existait pas, hein. Là, faut se remettre, tu vois, on est en 2009, 2010, hein, enfin. Et donc, on a développé notre propre PSP. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui. Compliqué. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça y est. T'as compris pourquoi c'était plus compliqué. Ok. Voilà. Donc, on a fait notre propre PSP, ouais. Dingue. En même temps qu'on devait construire le service. Ok. Donc, t'arrives à faire tout ça et ensuite, c'est quoi du coup les étapes par contre de la croissance de l'entreprise suite à la mise en place de ce nouveau business model? Bon, c'est la conscience que le système peut fonctionner du coup à l'international. Enfin, ça on le savait déjà, mais que du coup, il va falloir se structurer pour aller chercher cette croissance internationale. Alors heureusement, on avait dans notre culture cet état d'esprit international. Bon, moi j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis et bon, j'ai pas mal voyagé, donc j'avais pas d'appréhension par rapport au fait d'aller à l'international. Mais enfin, faut quand même se mettre dans la position de se dire bah oui, on va aller répliquer ce qu'on a fait dans d'autres pays. Et toute l'équipe de se mettre dans cet état d'esprit-là. En même temps, on se dit bon on pourra pas scaler en s'appelant Cover to Rage, quoi, tu vois. À l'international, ça va pas marcher. Ou en Espagne, Cover to Rage, laisse tomber, ça passera pas. Donc, de toute manière, il nous faut un nom autre. Donc là, tu vois, c'est là que tu comprends qu'il faut non seulement que ton équipe soit prête à partir à l'international et qu'elle soit pas franco-française, mais qu'il faut que tout le monde soit prêt à aller se confronter, se frotter du multilangue, multiculturel, multi-tout et puis multi-continent. Mais en plus, qu'il faut que ton nom de marque passe. Donc là, on change de marque. C'est là où on s'appelle Blablacar. Ensuite, il faut aussi que ton produit soit prêt. Parce que quand tu as développé un produit pour une seule géographie, bon, il y a plein de raccourcis qui sont pris par tous les gens qui développent pour faire plus simple. Et donc, tout n'est pas forcément prêt à être internationalisé et traduit. Donc, on avait commencé par faire une petite expansion internationale en Espagne. Parce que en vrai, c'est d'ailleurs assez facile parce que l'espagnol et le français c'est très proche, donc en fait, je dis pas que tu rajoutes des O et des A partout, mais enfin c'est au moins quand c'est écrit en espagnol, tu comprends ce qui se passe. Il y a d'autres langues dans lesquelles, tu vois, quand t'es français, tu comprends pas forcément ce qui se passe quand c'est écrit dans une langue étrangère. Et donc pour développer, c'était quand même plus simple de se tester avec l'Espagne. Et puis après assez vite, évidemment, quand t'as fait 2 pays. T'es prêt à en faire 3, 4, 5, 6, 12. Et donc, on a pu, tu vois, dans les étapes, lever des sous et dire, maintenant, on va répliquer le concept international. En 3 ans, on s'est étendu dans 20 pays. Alors, je t'explique pas le marathon, hein. Parce que ouvrir 20 pays en 3 ans, c'est quand même sportif. Et donc, tu vois, dans les étapes, il y a eu trouver le produit qui marche, trouver le bon modèle économique, se préparer à aller à l'international, lever des fonds pour le faire, aller à l'international, et puis trouver toutes les recettes possibles pour dupliquer ce qu'on appelle un playbook, c'est-à-dire toutes les recettes qui font que tu arrives à grandir dans un pays plus vite en plus que ce que tu as grandi dans ton propre pays initialement. Notamment parce qu'en France, on a pu être aidé pas mal par le fait que notamment il y avait des grèves SNCF qui nous aidaient bien pour monter le trafic, sauf que dans d'autres pays, c'était pas le cas. Donc on n'avait pas forcément des grèves en local pour faire parler de nous. Donc il fallait trouver d'autres méthodes pour se faire connaître. Donc tu développes d'autres méthodes pour se faire connaître et puis d'autres partenariats. Et donc voilà, dans les étapes, tu as à peu près ça. Ok. Et donc, vous vous développez à l'international. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Toi, de base, c'était ton petit projet quand tu étais à l'INSEAD et quand tu travaillais. Et puis, ça devient un énorme truc. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, moi, j'ai toujours regardé devant. Donc, pour moi, ce truc-là a toujours existé. Il devait exister. D'ailleurs, même, je pense que c'était une grande source de motivation pour moi. Tout le temps, je m'étais toujours dit, si ce truc-là existait, je l'utiliserais. Et en plus, si ce truc-là existait, il existerait pour tout le monde parce que y a des voitures partout, tu vois, après de la connectivité et des téléphones mobiles partout, donc il y a pas de raison que ça ne marche pas partout. Et puis c'est super pratique. Donc j'étais convaincu que ce truc-là devait exister partout. Et par contre, c'est plus à l'inverse, les gens qui regardaient le truc se développer, qui se disaient, dis donc, ça marche son truc. Mais en fait, pour moi, c'était évident que ça devait marcher.
Donc j'ai pas été tellement surpris, j'avais plus envie de dire bah oui, enfin c'est ce que je vous raconte depuis 5, 7, 8, 10 ans, enfin je vous dis que ça va arriver. Et d'ailleurs une fois j'avais rencontré un investisseur, enfin un business angel. C'était assez super, qui a investi du coup dans Blabla. Je vais à Madrid pour le rencontrer et je lui présente, je fais mon pitch. Et puis il s'arrête, il regarde dans la salle, tout ça, pendant 30 secondes. Après il me regarde et il me dit "This will happen. How much?" Et how much c'était pour investir, tu vois. Mais il s'est dit "This will happen." Il se dit "Ce que tu me dis là, ça va arriver, c'est sûr." Après il me dit aussi bon, je sais pas si c'est toi qui va y arriver. Ou une autre équipe qui est meilleure, mais en tout cas ce truc-là va exister. Et si tu veux, moi j'étais déjà dans cet état d'esprit-là, et donc des fois j'arrivais à faire basculer des gens comme ça aussi en se disant c'est évident que ce truc-là va exister. Après il y avait aussi beaucoup de scepticisme parce que quand quelque chose n'existe pas, c'est très très dur de se projeter dans la réalisation. Puis en plus il y avait beaucoup objectivement d'obstacles à lever, et notamment premièrement le fait qu'un service comme ça ne peut exister que quand tu as passé un certain seuil de masse critique, parce que au début c'était pas de chance parce que tu avais quelqu'un qui proposait un Strasbourg-Paris demain à 14h30 et puis quelqu'un d'autre qui proposait qui cherchait un Montpellier-Bordeaux après-demain à 18h. T'as aucune manière de vendre un Strasbourg-Paris à quelqu'un qui cherche un Montpellier-Bordeaux, hein, c'est mort. Donc du coup tu avais comme ça des offres et des demandes qui se rencontraient pas. Ça fait mal au cœur quand tu vois ça sur la plateforme. Au début, tu vois des trucs, tu dis zut, ça matche pas. Donc c'est clair qu'il fallait un certain volume pour que ça commence à cliquer, quoi. Tu vois, une place de marché, c'est un peu comme quand tu prends du sable, tu prends 2 poignées de sable, une dans chaque main, puis tu l'envoies comme ça. Si t'as assez de sable, tu vas avoir plein de transactions au milieu des grains de sable qui vont se cogner. Sauf que si tu prends 2 grains de sable de chaque côté que tu les envoies, ils vont pas se toucher. Okay. Une place de marché, c'est ça. Donc créer le volume suffisant pour que ça commence à fonctionner, ça prend du temps. Et puis il faut être connu, puis il faut développer une sorte de réflexe dans la tête des gens. Et ça, c'était vu comme une énorme barrière de réussite. Et comment est-ce que vous l'avez fait? Au début, un petit peu par hasard, avec ces grèves, etc., j'imagine, mais sur les autres marchés, comment est-ce que vous avez résolu ce problème d'offres et demandes qui doivent se rencontrer? Il faut localiser. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de tout faire d'un coup. Okay. Donc, tu essayes de faire telle ville, puis après telle ville, puis après telle ville. C'est comme ça que font beaucoup de business qui se développent. Hein. Tu fais pas tout d'un coup. Okay. Donc ça paraît évident quand on dit on fait d'abord un pays, puis après un autre, puis après un autre. Mais en fait, en vrai, tu peux descendre d'un cran et le faire en local aussi à d'autres endroits. Ouais, 100%. Ok, donc toi, tu avais toujours eu confiance dans le fait que cette idée-là allait devenir réalité. Elle croît de plus en plus. Aujourd'hui, Blablacar, en quelques chiffres, ça représente quoi? Alors c'est une communauté d'une centaine de millions de personnes sur 3 continents, une vingtaine de pays, et surtout c'est 800 collaborateurs avec une culture incroyable. Alors dans les étapes importantes de structuration dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a une qui est aussi la construction d'une culture d'entreprise qui est extrêmement importante. Tu t'en rends compte quand la société atteint, suivant les cas et suivant l'internationalisation, mais entre 25 et 50, 60 personnes, tu vois qu'il faut commencer à poser les bases d'une culture saine et qui va grandir. Donc ça, on l'a fait aussi dans les étapes importantes. Et c'est une culture d'apprentissage surtout, et puis de plaisir de découvrir et de construire la suite. Donc 800 personnes, 45 nationalités dans l'équipe, avec des bureaux sur les 3 continents. Non, mais surtout au-delà des chiffres, la transformation de ce qu'on est en train de faire, de passer d'un service purement de covoiturage à covoiturage plus bus. Tu sais que maintenant il y a des bus Blablacar, t'en as peut-être vu sur les routes. Et donc tu peux réserver des billets de bus de la même manière que tu réserves dans un covoiturage sur Blablacar. Et puis aussi le covoiturage domicile-travail. Donc pour les trajets du matin et du soir sur des distances beaucoup plus courtes, en moyenne plutôt de 20-25 km versus des trajets de 250 km sur Blablacar longue distance. Donc ça devient un service multimodal où tu vas trouver plusieurs types de moyens de transport. C'est rentable le Blablacar aujourd'hui? Oui. Depuis combien de temps? C'est profitable growth, comme on dit. Okay. Alors en fait, c'est marrant parce que la rentabilité dans une société comme ça en croissance,
Alors, je te passe le Covid, parce que forcément, le Covid a pas mal perturbé les courbes. Mais dans une société en croissance, la rentabilité, c'est presque, surtout quand tu peux lever des fonds parce que tu as un avenir radieux, c'est un dosage entre la pédale de frein et la pédale d'accélérateur, quoi. C'est toi qui choisis. Quand tu lèves des fonds, c'est pour les dépenser, donc tu n'es pas en zone de profitabilité, sinon ça sert à rien d'aller lever des sous. Tu vois, c'est un peu ça dans l'éducation de la manière avec laquelle fonctionne une boîte, et surtout une boîte en croissance. Oui, les boîtes qui lèvent des sous ne sont pas rentables parce que sinon, elles n'auraient pas besoin de lever de sous. À partir du moment où tu lèves des sous, c'est pas pour les laisser sur le compte en banque, c'est pour les injecter dans l'activité et donc les dépenser. Ce qui veut dire qu'en fin d'année, bah oui, t'as moins de sous qu'au début de l'année puisque t'as investi. Donc tous les ans, tous les ou même tous les cycles de 2, 3, 4 ans, si tu veux, sur Blablacar, ça a été un choix de se dire, bah non, on continue, on va investir dans d'autres géographies, on va se lancer sur les bus, on va se lancer sur le covoiturage domicile-travail, on va, tu vois, développer un service de telle manière encore plus performant. Et donc, c'est un choix de réglage. Bon, là, on est à un stade où, oui, on est à l'équilibre, on est même rentable, et donc, c'est aussi un stade de maturité, et on arrive sur ce qui s'appelle une croissance rentable. Donc là, c'est vrai que là, c'est bien, quoi. Donc, tu as fait le choix pour accélérer ta croissance et aller saisir le marché plus rapidement, de lever des fonds. Du coup, pour avancer plus vite, t'as fait combien de levées et c'est quoi, du coup, votre dernière valorisation? Alors, c'est en milliards. Je peux pas te donner la valorisation exacte, mais combien de levées? Je sais pas. Il y en a eu des petites et des plus grandes, et puis des intermédiaires, et puis je sais pas, une douzaine, une quinzaine. Ok. Et donc aujourd'hui, tu travailles sur un nouveau projet. Quand est-ce que tu as décidé du coup d'être moins impliqué dans Blablacar? Comment s'est passée cette transition? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, bon, déjà, quand tu es entrepreneur, t'as 12 000 idées tout le temps en tête. D'ailleurs, c'est une problématique quand il faut faire grandir une idée. C'est de vraiment rester focus. Je sais que les investisseurs passent leur temps à dire aux entrepreneurs stay focus, mais c'est très important, effectivement. Et après, quand t'es créatif, de toute façon, t'as envie de créer d'autres trucs. Il y a différentes phases, à la fois dans la vie d'une société et puis dans la vie du cours, où tu vas être créatif et puis ensuite faire grandir, et puis ensuite il faut savoir gérer ou faire gérer la suite sans forcément être le plus impliqué, puisqu'il y a une créativité qui va être, on va dire, différente pour la suite. Et moi, j'ai souhaité trouver une manière de quelque part répondre aux problématiques qui sont soulevées par notre société, tous les problèmes qu'on voit tous les jours par tous les canaux, notamment médiatiques, au niveau social et au niveau environnemental. Je me souviens d'un truc qui m'a vraiment marqué. C'était lors de la marche du climat, de voir des jeunes de 20 ans avec des panneaux sur lesquels il y avait écrit « Quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Et là, je me suis dit, on a un problème. Parce que quand les jeunes n'arrivent pas ou plus à se projeter sur leur vie future, je trouve ça plus fort et plus structurant qu'un mai 68, si tu veux. C'est-à-dire que, bon, on a eu des jeunesses qui se sont rebellées par rapport à un système existant, mais elles n'en étaient pas au point de se dire « j'ai pas de futur ». Là, c'est différent. Et donc après, tu te dis, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Et puis quelque part, en tant qu'entrepreneur, tout ce que tu sais faire aussi, c'est créer des trucs qui n'existent pas. Et tu te dis, là, on voit clairement qu'il y a un problème qui est nouveau, qui est de société. Qu'est-ce que on peut créer pour répondre, en partie au moins, à cette problématique-là? Et donc, si tu veux, Captain Cause, mon nouveau projet, il est né de ça. Il est né d'une volonté d'apporter une réponse à un problème très très grand, massif, sociétal, d'une frustration de ne pas savoir comment agir face à toutes les mauvaises nouvelles qu'on nous envoie tous les jours. Et ensuite, surtout quand tu penses évolution climatique et puis toutes les répercussions, tu vois assez vite que les montants à investir sont colossaux. C'est pas petit. Donc tu dis peut-être qu'il y a une chance que une technologie qui scale apporte une solution qui scale également à la hauteur du problème à résoudre, des problèmes à résoudre.
Et tu vois assez vite qu'il faut beaucoup d'argent, en fait, en tout cas beaucoup de moyens. Et donc, l'argent permet de débloquer des moyens pour essayer d'aller résoudre ces problèmes-là. Et donc là, ce qu'on crée avec Captain Cause, c'est une plateforme qui permet notamment aux entreprises, qui sont celles qui ont le plus de moyens aujourd'hui, d'aller contribuer à trouver des solutions aux problèmes qu'on voit tous les jours. Et pour qu'elles le fassent, il faut aller impliquer aussi les communautés parce que ça va répondre à une frustration des individus. Aujourd'hui, 93% des gens sont frustrés par rapport justement aux problématiques qui leur sont exposées et qui ne savent pas comment agir pour les résoudre. Et en même temps, 90% des gens pensent que c'est aux entreprises et aux marques d'agir. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté aussi, ça semble plus difficile de réussir à faire agir les gouvernements. On est quand même à la COP28, on n'a toujours pas, semble-t-il, trouvé la solution. Et donc, on trouve une plateforme tripartite qui permet à la fois aux entreprises d'allouer des moyens à la résolution des problèmes sociétaux et environnementaux, en impliquant leurs clients ou leurs collaborateurs, donc les individus comme toi et moi, pour aller financer des projets à impact sur le terrain, et notamment aujourd'hui associatifs. Okay. Donc ça marche à 3. Une entreprise débloque des fonds, elle donne la responsabilité de l'allocation de ces fonds à ses clients ou à ses partenaires, et l'argent est fléché vers les projets à impact. Nous, on sélectionne les projets à impact, on les propose aux entreprises, et puis ensuite, ce sont les individus qui décident de l'aiguillage de ces fonds-là. Ce qui fait que, eh bien, on est compatible avec ce que chacun a envie de voir arriver avec le futur, et en même temps, on débloque des moyens qui peuvent être très très forts, puisque ce sont les entreprises qui payent, et que toute entreprise peut participer. Donc, on a lancé le projet à Captain Cause il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. On a déjà 250 entreprises qui sont clientes, qui ont participé. On a lancé le concept aussi de ce que l'on fait, qui s'appelle le DIFT. Alors un DIFT, c'est quoi ? C'est Donation as a Gift, c'est-à-dire que tu peux faire un cadeau qui est un don. Donc je t'offre 50 €, mais ces 50 € là, tu vas les allouer à un projet qui te tient à cœur. Et tu vas les choisir dans un catalogue dans lequel nous, on a sourcé des projets valables, efficaces, qui suivent leur métrique d'impact et qui ont vraiment une action terrain validée. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau, tu vois, ça n'existe pas aujourd'hui dans la société, et c'est une manière d'aller démultiplier une forme de générosité d'un genre nouveau, mais qui peut être extrêmement massif, puisque en allant chercher les budgets des entreprises et en les envoyant dans les associations, évidemment, qui ont un énorme besoin, tu vas pouvoir résoudre au moins en partie des problèmes très très variés. Ça va de l'insertion par le travail à la protection de la biodiversité, à enlever le plastique des océans, apporter de l'éducation écologique sur les bancs de l'école, aller amener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, aller faire tout un tas de choses qui peuvent être sociales, santé, environnementales. Et en fait, quand tu parcours le catalogue de solutions de Captain Cause, ça te donne beaucoup d'énergie et d'espoir, parce que tu vois toutes les équipes sur le terrain qui font des trucs incroyables, qui agissent au quotidien. Et c'est complètement à l'opposé de, malheureusement, toutes les news qu'on reçoit tous les jours, qui ne sont que des problèmes, et où on termine la news, le journal, sans solution. En fait, on a juste exposé pendant tout le temps du journal des problèmes, et puis après on referme, on dit au revoir, bonsoir, à demain. Je dis oui, alors donc moi je reste avec les problèmes là. Donc quand tu arrives sur Captain Cause, c'est exactement le contraire que tu vois. C'est-à-dire que tu vois des équipes qui agissent sur des problématiques donc identifiées, tu lis le problème et tu vois qu'il y a des gens qui travaillent à la résolution. Alors là, tu te dis c'est super, t'as envie de les aider. Donc c'est ce positif-là, cette envie-là qu'on a envie de développer justement avec des moyens à la hauteur des enjeux. T'as une question qui m'est venue du coup, vu que vous avez accès à cette data, quels sont les projets ou disons les causes qui intéressent le plus les consommateurs sur votre plateforme? Alors aujourd'hui, ça dépend aussi de ce qui a été présélectionné par les entreprises. D'accord. Donc c'est un mix entre les choix des entreprises et les choix des individus, puisque les entreprises vont arriver sur la plateforme, elles vont choisir 3, 4, 5 projets
qu'elles vont mettre en avant auprès de leurs clients ou de leurs collaborateurs qui, eux, vont aiguiller. Mais bon, en gros, tu retrouves à peu près 40% d'environnemental, 60% de sociétal. Voilà. Et après, dans le détail, il y a plein de causes, puisque tu vois, ça peut être protection de la biodiversité ou moins de plastique dans les océans, versus, tu vois, des programmes d'insertion ou un peu plus vers la santé. Enfin bon, c'est difficile de te donner un... Bien sûr. Non, mais juste de voir déjà ces proportions, c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi ton ambition avec ce projet? Alors, on a annoncé notre ambition d'aller distribuer 1 milliard d'euros sous 5 ans au projet associatif. Bon, c'est ambitieux, mais je pense que en ordre de grandeur, c'est faisable. Il va falloir être souple, mais c'est faisable. Et donc ça, c'est une ambition, on va dire, chiffrée. Au-delà de ça, l'ambition, c'est de faire en sorte que partager ou aider des projets associatifs et des projets qui résolvent les problèmes de demain fassent partie une sorte de réalisation personnelle dans notre société qui va un peu à l'encontre du consumérisme et d'une forme d'égoïsme, à se dire je veux plutôt ça pour moi, ou de vouloir consommer des objets ou posséder des objets en fait qui est moins satisfaisant intellectuellement ou humainement que d'aller aider son prochain. Donc derrière l'ambition chiffrée, il y a aussi l'ambition de changer un peu l'état d'esprit et de faire en sorte qu'on s'entraide un peu plus. Pour revenir un peu sur ton parcours dans sa globalité, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou ou entrepreneurs, de personnes qui ont envie en tout cas d'entreprendre, qui sont en train de regarder cette vidéo. T'as réussi à faire des choses à travers tes entreprises que beaucoup d'entrepreneurs aspiraient à faire. Toi, avec toute cette expérience, je sais que t'aimes un petit peu, que tu adores la physique. Ce serait quoi, entre guillemets, l'équation qui t'a permis d'avoir ces différents succès? Alors, je pense c'est l'envie et le travail combinés. C'est-à-dire que l'envie d'aller faire des choses qui peuvent paraître initialement un peu folles ou inatteignables, mais qui quand même, si elles existaient, seraient meilleures pour notre société. Et puis ensuite, énormément de travail à côté. C'est pour ça que c'est important, durant tout son parcours ou ses études, d'apprendre à bosser, quoi. D'apprendre à bosser efficacement, ne pas avoir peur du travail et savoir que le travail, c'est quasiment toujours quand même une vraie voie de réussite. C'est-à-dire qu'un problème, si tu t'y colles assez longtemps, tu vas le résoudre. J'avais un maître de stage, et même plus que ça, qui était un prof mentor à Stanford, qui disait il n'y a pas de mur plus résistant que ma tête. Parce que quand tu as vraiment décidé de t'attaquer à un problème, tu vas te débrouiller. Et soit tu arrives à passer au travers, soit tu passes en dessous, au-dessus, à droite, à gauche, mais tu vas y arriver. Et même s'il faut beaucoup travailler. Donc je dirais voilà, l'envie et le travail combinés te font vraiment déplacer des montagnes. Voilà, et d'ailleurs c'est ça que j'ai envie de transmettre et de partager, tu sais, avec que ce soit avec mon bouquin Mission Blablacar, qui est fait pour les entrepreneurs qui veulent comprendre toutes les manières, toutes les matières qu'il y a à connaître quand tu es entrepreneur. Avec le côté anecdotique de l'histoire de Blablacar qui permet de fixer les idées, notamment les concepts business, mais aussi avec l'émission Les Pionniers que j'ai sur BFM Business, où je reçois des gens qui font des choses incroyables, et pas seulement côté entrepreneuriat, parce que j'ai reçu pas mal de stars, on va dire, de l'écosystème entrepreneurial, de Marc Simoncini à Thibaut Hézières, en passant par tout un tas d'entrepreneurs, Céline Lazorte et consorts, et aussi tous ceux qui construisent l'écosystème, mais aussi des gens qui ont fait des choses complètement dingues. Francky Zapata qui a traversé la Manche sur son skateboard volant, Claudie Agnoret qui est la première femme française dans l'espace, Plantu, Lelouch, Didier Bourdon des Inconnus, Marc Lévy, Ardisson, Jean-Louis Etienne qui est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire quand même avec ses skis, 63 jours par moins 50, faut quand même y aller. Ces gens-là viennent nous partager
leur envie et leur travail, parce que derrière toute réussite, derrière tout succès, tu te rends compte, quel qu'il soit, qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de volonté, beaucoup de réflexion. Et donc, en partageant tout ça, j'ai envie d'aller donner à chacun l'envie d'agir, en montrant que quand tu as une idée, quand tu es structuré et quand tu travailles, tu finis par y arriver. T'as parlé de ton livre, du coup, qui s'adresse aux entrepreneurs. D'ailleurs, on mettra le lien pour ceux qui ont envie d'obtenir le livre dans la description dessous de la vidéo. Si tu pouvais partager un passage de ton livre que tu trouves particulièrement impactant ou qui, selon toi, peut vraiment aider les entrepreneurs, ce serait quel passage? Et si tu peux nous le résumer rapidement. Il y a un passage où j'ai fait mon premier pitch à Jean-David Chamboredon, de Isaïe, qui est le premier investisseur institutionnel qui nous a suivis et qui a mis à l'époque 1,2 million sur ce qu'allait devenir Blablacar, alors que c'était pas du tout encore à la mode, mais qui s'est vraiment projeté. Et je décris à un moment, je crois que c'est le début du chapitre 5, je décris ce pitch qui devait initialement durer 10 ou 20 minutes d'interaction et qui finalement a duré 2 heures. Et parce que Jean-David, on se vous voyait en plus pendant le rendez-vous, m'avait dit votre temps est précieux, le mien aussi, donc si votre idée m'intéresse pas, faudra pas mal le prendre, mais bon, on se dira au revoir et je vous souhaiterai bonne chance. Et finalement, moi je devais rester accroché, pitcher pour essayer de décrocher un investissement. Et on a parlé finalement 2 heures non-stop. Et au bout des 2 heures, il s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a dit vous avez de l'or entre les mains et on va se tutoyer parce que l'histoire est pas finie. Et là, je me suis dit c'est bon, j'ai réussi à convaincre un investisseur de ce calibre-là de miser sur nous. Donc ça a été aussi transformatif. Et c'est assez rigolo à lire. Et j'aime bien quand je réfléchis à l'apprentissage. Je trouve que les apprentissages qui ont le plus de valeur, c'est ceux qui sont contre-intuitifs. Parce qu'en fait, quand c'est intuitif, on le découvre par soi-même. Et du coup, on tend à ne pas faire l'erreur. Toi, à travers ton parcours, c'est quoi ou les apprentissages contre-intuitifs qui t'ont marqué? Alors, c'est très important parce que de la même manière, on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses victoires. Quand tu gagnes, t'as rien appris parce que tu savais déjà en fait et t'as réussi. Quand tu échoues, c'est que t'as fait un truc de travers. Donc très très important effectivement. Je pense que oui, le truc le plus contre-intuitif que j'ai fini par comprendre et totalement assimiler, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas en fait sur nos cursus d'éducation. C'est que certaines choses ne sont pas du tout proportionnelles ou linéaires par rapport à l'effort qu'on a pu y allouer. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend à l'école, c'est quand tu travailles 1 heure sur un projet, t'as avancé de 1, quand tu travailles 2 heures, t'as avancé de 2, quand t'as travaillé 10 heures, t'as avancé de 10. Bon, mais des fois, il y a des matières qui fonctionnent pas du tout comme ça. Et des fois, tu peux passer 10 heures sur un truc et être toujours à 0. Et puis après, tu passes 10 minutes dessus et paf, t'es passé après. Alors, c'est des espèces de déclics mentaux, parfois des déclics de situation, des déclics de contexte. Mais c'est aussi apprendre tout simplement ce qu'est le sunk cost. Alors, les Américains ont une très belle expression pour ça, c'est sunk cost. En français, on dit coût irrécupérable. Bon, c'est un peu long. Mais c'est le fait que même si tu as investi beaucoup de temps sur quelque chose, ça ne veut pas dire que tu as un résultat qui est proportionnel au temps investi. Et il y a plusieurs matières comme ça dans nos vies d'entrepreneurs. Il y en a une très importante comme ça, c'est le recrutement. Quand tu recrutes, tu peux avoir passé parfois 10 entretiens d'1 heure avec 10 personnes et ne toujours pas avoir trouvé la bonne personne pour le poste. Seulement, à la 11e heure, tu vas être assez tenté de te dire, bon, maintenant, ça suffit. J'ai investi 10 heures sur le truc, la prochaine personne qui se présente, je la prends parce que j'en ai ras-le-bol, il faut que je passe à autre chose. Bah oui, mais là, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut garder sa vigilance et se dire, quel que soit le temps investi avant, les chances que la prochaine personne qui se présente soit la bonne pour le poste restent totalement
aléatoirement répartis et non pas de manière évidente la personne qu'il faut prendre juste parce que j'en ai marre d'investir du temps sur ce recrutement. Alors après, il faut se dire, bon, j'ai aussi appris ce que je ne voulais pas, donc tu vois, ça t'aide. Mais il y a des matières comme ça qui ne sont pas du tout linéaires par rapport au temps investi. Le recrutement est une matière, faut bien comprendre ça pour bien recruter, c'est-à-dire être bien prêt à ne bouger que quand on a effectivement la personne qui correspond à ce qu'il nous faut. Il y a aussi tout ce qui va être networking et comme ça. Quand tu fais du networking, faut pas du tout te dire que parce que tu as rencontré, 10 personnes, tu vas avoir 10 opportunités de quoi que ce soit. Tu peux rencontrer 10 personnes et avoir 0 opportunité, puis après tu vas en rencontrer 50, et puis après peut-être y avoir 1 ou 2 opportunités, et puis après ça va peut-être revenir dans 3 ou 5 ou 12 ans. Mais donc quand tu fais du networking, donc en français du réseautage, faut pas du tout t'attendre à un résultat. Il faut juste te dire, déjà je vais passer du temps sympa et discuter avec les gens. Donc faut aimer les gens en fait. Moi j'adore les gens, donc j'ai pas de problème. Quand je rencontre des gens, j'adore découvrir ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils pensent, leurs apprentissages. Je me dis que je vais apprendre beaucoup plus vite si j'arrive à absorber ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Tu sais, la citation que je préfère, c'est une citation de Galilée qui dit je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'avait rien à m'apprendre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire déjà qu'on est sur cette terre pour apprendre. Et deuxièmement, que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il a sa propre histoire, il a plein de choses à t'apprendre. Et donc, il y a tout dedans. Il y a l'apprentissage, il y a l'empathie, il y a la communication, il y a l'entraide. Enfin bon, c'est de manière humaniste, c'est formidable. Et après, tu peux avoir aussi d'autres matières comme ça, évidemment, et ça on le sait un petit peu plus, qui sont totalement non linéaires par rapport au temps investi. C'est tout ce qui est créatif. Alors moi, pour le coup, pour avoir fait beaucoup de musique, tu vois, en composition, des fois tu peux passer 8-10 heures à essayer de composer un morceau, et puis à la fin de la journée t'es un peu fatigué, tu réécoutes le lendemain et tu te dis c'est nul, il faut le mettre à la poubelle. Et c'est ce qu'il faut faire. Faut pas juste te dire non, parce que quand même j'ai bossé 10 heures dessus, donc ça doit être bien. Non, si c'est nul, c'est poubelle. Et donc par contre après, peut-être en 5 ou 10 minutes sous la douche, tu vas trouver une mélodie incroyable. Et puis ça va être ça qu'il faut mettre en musique derrière. Et sur l'aspect créativité, on est prêt à comprendre le fait que c'est pas forcément uniquement le temps passé qui va résoudre le problème, mais il y a d'autres matières comme ça dans notre quotidien business d'entrepreneur qui fonctionnent de la même manière, et il faut bien en être conscient. D'où le fait de bien comprendre. Et alors quand je parlais de sunk cost, non seulement sur ces disciplines-là c'est important, mais aussi quand tu as investi pas mal de temps sur par exemple un modèle économique qui marche pas. Tu vois, nous on a essayé 6 modèles économiques. Quand tu as tout configuré pour mettre en place un modèle économique et que ça ne marche pas, alors quand ça marche vraiment pas, c'est assez facile de tourner la page. T'essayes, ça marche pas, ça démarre pas, tu dis ok, j'ai compris, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais le pire, c'est quand ça marchouille. C'est-à-dire que ça marche un peu. Tu le pousses, puis ça peut marcher. Mais par contre, il faut plus d'énergie pour le pousser que ce que ça peut ramener. Donc là, t'es un peu coincé dans un marécage. Tu sais pas bien si ça va démarrer ou pas. Ça, c'est très, très dangereux, parce que tu peux rester effectivement bloqué dans le marécage jusqu'à ce que tu t'en sortes plus. Et donc, avec Blabla, j'ai quand même eu la chance de voir un peu tout. Des modèles économiques qui marchent pas du tout, des modèles économiques qui marchouillent, et un modèle économique qui marche. Et la leçon que j'en retiens, c'est que quand le modèle économique il marche, on se pose pas la question de savoir s'il marche. C'est évident. Il marche. Il marche mieux. Voilà. Et il faut être capable de changer, d'effacer, de mettre à la poubelle, parfois des dizaines, centaines, milliers d'heures de travail pour passer à après. Et si tu essayes de conserver quelque part le résultat de ces 1000 heures de travail en te disant non, mais il faut quand même que je les rentabilise, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, tu t'auto-ralentis. Et je pense que cette notion de sunk cost est la plus importante pour une entreprise. Les seules entreprises qui progressent, à mon sens, sont celles qui ont vraiment compris et assimilé le sunk cost. Et c'est d'ailleurs pour ça que les petites entreprises, les startups, les nouveaux projets ont un énorme avantage concurrentiel par rapport aux très grandes structures. C'est parce que elles démarrent de zéro, elles n'ont rien à conserver, elles ont tout à inventer. Les grandes boîtes,
elles ont leur modèle à faire tourner, à continuer à faire tourner, même si le monde extérieur évolue. Des fois, elles voient pas que ça a tellement changé qu'en fait, leur modèle, il faut le changer. Mais elles se disent, attends, on fait comme ça depuis 18 ans. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Bah oui, mais si, en fait, le contexte a changé. Et tu vois, quelqu'un qui est en train d'arriver avec un projet beaucoup plus petit et qui n'a pas ce passif et toute cette énergie investie sur un modèle obsolète, lui, il va aller beaucoup plus vite. Donc voilà, dans les trucs contre-intuitifs, il y a à la fois le temps qui n'est pas linéaire en fonction du résultat par rapport au travail investi et le sunk cost ou le coût irrécupérable qui est une notion à bien assimiler pour progresser. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et une analogie que j'aime bien utiliser par rapport à ça, c'est de m'imaginer racheter mon business aujourd'hui et me demander ce que je ferais. Si j'achetais mon business et j'arrivais et il était comme ça, Qu'est-ce que je changerais? Parce que quand on a cette image dans la tête, on est détaché de tous les investissements qu'on a fait par le passé, etc. Et donc, on est moins influencé par le sunk cost. Tu as parlé du fait que tu apprenais beaucoup des gens. Est-ce que tu as un apprentissage marquant que tu as reçu de quelqu'un récemment? Ah ouais, beaucoup. Hein. Tu vois, j'avais Jean-Louis Etienne là en entretien dans Les Pionniers la semaine dernière. Et alors, faut se mettre dans sa peau. Hein. Aller rejoindre le pôle Nord tout seul avec tes skis et ton traîneau, faire 63 jours de marche par moins 50, c'est compliqué de se motiver. En fait, il utilise des petits trucs très très simples pour se motiver des fois. Tu vois, une fois, il dit un jour, aujourd'hui c'est compliqué, mais comme c'est l'anniversaire de mon père, je vais faire la journée pour lui. Des petits trucs comme ça d'automotivation, très simple. Même quand t'es au milieu du pôle Nord à par moins 50, ça peut marcher. Et donc, pensez à des petites choses. Faut pas croire qu'on fait des choses extraordinaires juste en faisant tout extraordinaire. On fait des choses extraordinaires aussi avec des petits trucs extrêmement simples. Tout n'est pas compliqué et beaucoup de choses simples nous amènent à faire des choses extraordinaires. Donc il y a ça. Il y a aussi, j'ai eu Camille Lacour aussi, donc quintuple champion du monde de natation, qui disait une chose. Moi, quand je m'entraînais, à 6 heures du matin dans le bassin, j'avais comme objectif sur une séance de réussir à faire mes longueurs en ayant bougé le petit doigt d'1 centimètre. Parce que c'était comme ça qu'il fallait qu'il soit. Donc je me concentre sur un truc. Puis le lendemain, je me concentre sur un autre truc, sur mon doigt de pied, sur, je sais pas, la forme de la cheville. Et puis c'est comme ça que petit à petit, tu gagnes les centièmes de seconde qui te manquent pour arriver au niveau mondial et être premier mondial. Et donc voilà, les progressions peuvent se faire aussi, évidemment pas. On revient à la valeur travail dont on parlait tout à l'heure, mais elles ne se font pas forcément uniquement par grandes avancées. Des fois, c'est des tout petites avancées qui font que tu arrives à être meilleur, un petit peu meilleur, puis après t'es champion mondial. Donc ça, c'est important aussi. Tu vois, ça rappelle alors une expression que j'utilise souvent, mais qui dit que dans l'entrepreneuriat, il y a pas d'ascenseur, il y a que des escaliers. Et c'est très important de comprendre ça. Très important de comprendre que quelqu'un qui est arrivé au 28e étage de quelque chose ou qui est arrivé en haut de la montagne ne s'est pas fait déposer en hélicoptère en haut de la montagne. Il a monté la montagne. À pied. Et quand on a compris ça et qu'on est entrepreneur, ça nous donne de l'énergie parce qu'on sait qu'on va progresser étape par étape. Que même si on n'a pas d'hélicoptère, en fait, si on marche assez longtemps, on peut monter, quoi. On va y arriver. Ouais. Je trouve que c'est une belle manière de finir l'interview. Est-ce que tu as, on a parlé de ton livre, est-ce que tu as d'autres plateformes ou d'autres choses que tu as envie de mettre en avant devant les personnes qui ont apprécié cette interview? Oui, justement, moi je suis un petit peu nouveau en chaîne YouTube. Je sais que toi t'es un grand pro, mais donc j'ai ma chaîne YouTube Fred Mazella pour diffuser notamment tous les épisodes des Pionniers. J'ai déjà reçu 60 personnalités, mais aussi 120 start-upers, puisque j'ai une séquence dans laquelle les porteurs de projets viennent pitcher leur start-up devant on est 3-4 devant nous qui faisons les coachs pour donner des conseils à la fois sur la qualité du pitch, sur le produit, sur le marché. Donc voilà, ça s'appelle Les Pionniers et c'est une bonne ressource aussi à la fois de rêve, d'envie, de passion, de travail et d'exemples.
avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'énergie à donner, qui viennent pitcher dans les pionniers. Et puis, voilà, tous les tête-à-tête avec des personnes absolument formidables. Eh bien, j'encourage toutes les personnes qui regardent la vidéo à aller regarder tout ça. On mettra les liens, bien sûr, en dessous de la vidéo. Je tiens vraiment à te remercier pour ton temps et tout ce que tu as partagé avec mon audience. Et puis, je te souhaite vraiment plein de réussite dans toutes tes nouvelles ambitions et tes nouveaux projets. Merci Yomi. Bravo. Merci à toi. À bientôt.